Bonjour et bienvenue sur ce premier audio que je diffuserai sur SoundCloud. Et en plus, je me filme pour ceux qui iront voir la vidéo sur ma chaîne YouTube. Je me filme parce que c'est une grande première. J'ai l'impression d'être à la radio filmée, c'est génial. Donc pour ceux qui n'auront que l'audio, bah tant pis pour eux. Mais bon, je les invite quand même à... Je plaisante, hein, je les invite quand même à aller voir sur ma chaîne YouTube. Donc, je vais vous parler d'un livre aujourd'hui de Dale Carnegie, Comment trouver le leader en vous. Ce livre parle de ce que chacun peut être, c'est-à-dire un leader, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de mener un projet. Un leader n'est pas forcément quelqu'un qui va mener les gens. Ça l'est, mais pas que. C'est quelqu'un qui va aussi mener des projets à bien, qui va s'entourer de gens qui le permettent et qui va surtout déléguer avec une grande part d'humanité, c'est-à-dire d'écoute, de conseils, de, d'entente et surtout installer quelque chose d'humain dans le travail. Ce livre se divise en 16 chapitres. J'ai fait un résumé, une synthèse de chaque chapitre. Nous allons attaquer par le premier chapitre qui s'intitule Comment trouver le leader en vous. Il reprend le titre du livre. Dans ce premier chapitre, il nous fait une prise de contact avec ce qu'est la notion de leader. Ce que j'ai noté, c'est que pour moi, la notion de leader, c'est que toute personne peut devenir un leader, est un leader potentiel en tout cas, dans son domaine, que ce soit une simple profession ou une profession plus complexe. Ce qui amène à dire que pour être un bon leader, il n'est pas forcément utile de faire valoir son autorité de manière classique, de manière forte et de manière moins souple. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai noté, c'est que rien ne sert de vouloir faire valoir son autorité en tant que tel. Chaque être humain est un leader potentiel, et ce qu'il faut, c'est respecter chaque être humain à cette juste valeur, ce qui lui permettra à cette personne qui est un leader potentiel de réussir là où il est capable de faire, c'est-à-dire établir une vision pour l'avenir, encourager, guider et entretenir des relations réussies. C'est ce que je vous disais au début, c'est que pour être un bon leader, il faut entretenir des relations réussies. Il faut avoir une bonne écoute, être quelqu'un de très humain. À chaque fin de chapitre, il y a une petite phrase qui est géniale, qui je pense, résume chaque chapitre avec une notion qui est percutante. Dans ce premier chapitre, la phrase qui peut résumer ce chapitre, c'est que le premier pas décisif vers le succès, c'est d'identifier vos qualités de leader. C'est ce que je disais, c'est que vous soyez dans n'importe quel domaine, que vous soyez dans une simple profession où vous avez un poste qui est le vôtre, notamment quand vous travaillez en entreprise, vous êtes dépendant d'une structure, mais vous avez quand même votre potentiel de leader. C'est-à-dire que dans votre tâche, vous êtes le leader de votre tâche. Ce qui vous permet de vous surpasser, d'apporter des choses nouvelles. Ensuite, on passe au deuxième chapitre. Le deuxième chapitre, c'est commencer à communiquer. On l'a bien vu que l'essentiel d'un leader, c'est la communication. C'est une bonne communication humaine et surtout une communication qui est vraiment dans une écoute active. Il y a une méthode dans ce chapitre, dans commencer à communiquer, ce qu'il appelle la méthode d'une bonne communication. Ça se divise en 3 étapes. La première étape, c'est faites-vous une priorité absolue de communiquer avec n'importe qui. Ça, je vais y venir. En 2, soyez ouvert et disponible aux autres. C'est que ce qui implique que si vous êtes leader, vous n'êtes pas forcément obligé de vous isoler des autres. C'est que tout le monde est important pour chacun. Que ça soit au-dessus, que ça soit en dessous, de manière hiérarchique. J'entends par là que quelque part, il n'y a pas besoin d'avoir d'échelle pour communiquer. Et enfin, troisième point pour cette méthode, créer un environnement favorable aux échanges. Ce qui amène justement à une notion très importante, c'est pour justement créer un environnement favorable à cet échange, il faut absolument prendre le temps de communiquer. Communiquer dans n'importe quelle situation. Justement, pour avoir un environnement favorable, il faut prendre le temps de communiquer, notamment dans les réunions. Quand vous êtes à plusieurs, il faut prendre le temps que chacun puisse s'exprimer dans une manière ouverte, saine et sans a priori. Il faut ouvrir la communication. Il y a dans les réunions, bien sûr. Après, il y a dans les entretiens entre collègues. Il ne faut pas voir vos collègues, comme étant des gens
qui sont en bas de vous ou au-dessus de vous. C'est que chacun des membres de l'entreprise est un être humain. Donc il a des attentes, des besoins, donc il doit aussi être entendu et et être entendu et surtout savoir bien s'exprimer. Et après, il y a une autre notion si on veut installer un environnement favorable aux échanges. Ça peut se passer aussi, notamment quand vous croisez vos collègues à la machine à café, que vous croisez quelqu'un, par exemple de la compta ou même si vous êtes dans un autre type de travail. Ça vous permet aussi d'échanger, puis vous en tant que leader, de vous mettre à la place de tout le monde sans être, comment dire, au-dessus des autres. Voilà, donc être toujours dans l'échange et dans toutes les directions, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire dans n'importe quel point de vue hiérarchique, que ce soit voilà, avec votre hiérarchie, la communication est une affaire humaine. Il y a un échange humain qui se passe, c'est normal. Le leader ne doit pas croire que tout vient de lui. Il doit apprendre de tous. C'est ce que je vous ai dit en installant un climat favorable aux échanges. C'est qu'un leader peut apprendre de tout le monde. Que ça soit de la simple compta, de la simple... Même peut-être une simple personne qui vient juste entretenir le ménage dans les locaux, ça nous permet aussi de découvrir, d'adapter des points de vue qui peuvent nous servir en tant que leader. Et donc la petite phrase résumée de ce chapitre, c'est que la communication se construit sur des relations de confiance. C'est indispensable. La communication se construit sur des relations de confiance. En se parlant d'humain à humain, on instaure un climat de confiance qui nous permet d'aller plus loin dans nos affaires. Ensuite, le chapitre 3, c'est motiver les autres. Le seul moyen au monde d'amener quelqu'un à accomplir quelque chose, c'est de susciter en lui le désir de le faire. C'est une phrase qui est signée de Dale Carnegie, justement, et je pense qu'il a vraiment tout ciblé par rapport à ça. Avec cette phrase, il a vraiment compris que c'est vrai que le moyen au monde d'amener quelqu'un à accomplir quelque chose, c'est vraiment que cette personne ait le désir et qu'il soit, comment dire, que ce désir soit vraiment suscité pour avoir sa place et qu'il ait envie de faire quelque chose au sein de cette entreprise et au sein même d'un groupe de leaders. Donner à une personne un véritable but, qu'elle en vaille la peine, qu'elle œuvre pour un objectif et elle se sentira motivée. C'est une clé importante. Et son désir d'exceller sera comblé. C'est-à-dire que s'il se sent légitime au sein de son entreprise, il peut déplacer des montagnes. C'est indéniable. Si vous voulez vraiment tirer le meilleur parti de quelqu'un, il faut absolument lui donner de la confiance et que cette personne ait envie de s'impliquer. Donnez-leur la liberté de travailler à leur façon. Ça leur permet aussi d'avoir une liberté et surtout d'être beaucoup plus ouvert à vos directives. Ça, j'y viendrai plus tard. Faire preuve de confiance, de respect et d'intention. Ce qui leur permettra d'être motivés. Ce qui permet de motiver ce qui amène à la motivation, les résultats, c'est que on aura des collaborateurs en 1. Il y a 3 étapes primordiales. En 1, on aura des collaborateurs impliqués grâce au travail d'équipe. Plus l'équipe sera motivée, plus les collaborateurs auront envie de s'impliquer. En 2, c'est nous en tant que leader, il faut qu'on soit humain. Il faut que vous soyez humain et que vous accordiez toujours de l'importance et surtout du respect envers les autres. En 3, encourager le travail fait en équipe, mettre en valeur et récompenser. Ce sont des notions très fondamentales. La motivation ne peut jamais être imposée. Ça, faut bien le comprendre et je pense que tout le monde le sait. Je pense que tout le monde a dû au moins le voir une fois dans sa vie. C'est qu'on ne peut pas imposer quelque chose à quelqu'un s'il n'a pas envie de le faire. Pour faire du bon travail, chacun doit le vouloir. C'est ce qui amène aussi à la motivation. Nous passons au 4e chapitre qui s'appelle « Expliquer aux autres l'intérêt sincère que vous leur portez ». Là, on est vraiment dans une psychologie humaine, échange humain, une psychologie d'égalité. Moi, j'appellerais ça une psychologie d'égalité. Il faut montrer de l'intérêt aux autres et le seul moyen que l'on s'intéresse à vous, à votre produit, à votre service, à votre entreprise, c'est montrer de l'intérêt aux autres. Il y a un retour qui va se faire automatiquement. Dès que vous montrez de l'intérêt aux autres, les autres vont s'intéresser à vous. C'est indiscutable. Les êtres humains sont vite sensibles à l'expression d'une chaleur sincère. Soyez donc
sincère envers les autres. Montrez-leur de l'intérêt en les observant et en soulignant, attention, en soulignant des traits de leur personnalité qui les mettent en valeur, ce qui vous permet aussi d'entamer une communication plus rapidement. Quand on flatte les gens, désolé, enfin, c'est le mot. Quand on flatte les gens se sentent bien quand ils sont flattés. Donc quelque part, ça vous ouvre des portes. C'est sûr que cela demande du temps, mais c'est indispensable. Donc il va falloir le travailler, il va falloir approcher les choses, tenter des approches, essayer. Donc il faut le faire. Vous êtes. Ce qu'il faut avoir en tête quand on fait cette démarche, c'est que il faut avoir cette phrase que vous êtes pour. Il faut signifier à l'autre en allant vers lui, en lui disant vous êtes important pour moi, donc je m'intéresse à vous. Ce qui lui permet aussi d'avoir un premier contact. Il se dit cette personne s'intéresse à moi, alors tiens, ça va me donner envie d'aller plus loin. La petite phrase pour résumer encore ce chapitre, chapitre 4, c'est que rien n'est plus efficace et satisfaisant que de manifester aux autres un véritable intérêt. Rien n'est plus efficace et satisfaisant que de manifester aux autres un véritable intérêt. Si ça devait se résumer à chaque fois, je pense que cette phrase est vraiment la clé d'exprimer aux autres l'intérêt sincère que vous leur portez. Je passe au 5e chapitre qui s'appelle « Sachez voir les choses du point de vue de l'autre ». Alors, là, il y a une notion très importante, c'est il faut se mettre littéralement à la place de l'autre. Dans le livre, Dale Carnegie dit il faut se mettre littéralement dans les bottes de l'autre. C'est-à-dire avoir sa vision pour comprendre ce qu'il souhaite, comprendre ce qu'il attend et pouvoir lui apporter à la suite. Il n'y a pas de meilleur moyen pour apaiser une situation en même temps. C'est vrai que ça, c'est lié aussi. Par exemple, que vous avez une situation de conflit, une situation qui est un peu tendue. Il n'y a pas de meilleur moyen pour apaiser une situation, difficile surtout, que de comprendre ce que l'autre vit, pourquoi et comment le vit-il. C'est-à-dire se mettre vraiment à sa place, quel est son état d'esprit pour apaiser les relations. Cela sert aussi, quand on se met à la place des autres, pour observer ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire dans une autre entreprise. Par exemple, cela permet de savoir quelles sont les tendances qui marchent. C'est ni plus ni moins de faire l'étude de marché. Enfin, moi, ça s'apparente plutôt à ça, mais je pense que c'est pas tout à fait cette notion, mais on n'en est pas très loin. Sortez de vous-même pour découvrir ce qui est important pour l'autre. Ça vous permettra d'avoir une vision beaucoup plus large de votre profession, de votre activité. Je passe au chapitre 6. Éprouvez et écoutez. L'écoute active est la clé d'une bonne conversation. Elle permet de vous mettre dans une position où vous aurez accès à toutes les informations essentielles et ça garantira à vos interlocuteurs l'assurance de toute votre attention. Et pour cela, il y a 2 points. D'une, il faut être impliqué. Il faut questionner l'autre et surtout inciter l'autre à en dire plus. En 2e point, vous devez apporter des réponses concises et appropriées et pas tomber à côté de la discussion. Sinon, vous êtes sûr que là, c'est peine perdue. Pour la qualité d'écoute active, les interrogations importantes à vous poser pour éviter de ne pas rendre l'écoute insatisfaisante ou pas optimale du tout, il faut savoir dans quel état d'esprit vous vous situez. Et pour ça, il faut que vous ayez en tête 3 notions. C'est des questions qui vous permettront de savoir où vous en êtes par rapport à la discussion avec votre interlocuteur. En premier lieu, posez-vous des questions et attendez-vous des réponses. En gros, mettez-vous à la place de quelqu'un qui vous observe et qui dit mais qu'est-ce que tu souhaites vraiment là dans la discussion? Est-ce que tu parles pour parler ou est-ce que tu poses des questions pour attendre des réponses? Ou c'est juste tu poses des questions et en fait, en gros, il t'en a rien à cirer, quoi. Voilà. En 2, répondez-vous rapidement et directement aux questions posées. Si vous répondez rapidement, c'est que vous ne prenez pas le temps d'écouter l'autre. C'est indispensable. Il faut prendre le temps. Ça montre que l'autre a... Vous avez suscité son intérêt. Vous avez, en gros... Je dirais pas ça, non. Vous avez, en gros... en écoutant l'autre va se sentir, va se sentir intéressé, va se dire, tiens, cette personne, elle m'écoute. Donc cet échange me permet, de voir que moi, je suis considéré. Voilà.
Donc en troisième point, des notions qu'il faut vous dire quand vous parlez à quelqu'un, pour savoir comment vous situer dans une discussion, c'est est-ce que, et là c'est important, est-ce que votre interlocuteur ressent ou vit cette écoute active de votre part? Si ce n'est pas le cas, faites en sorte d'améliorer cette écoute. Après, il peut arriver que l'écoute active ne soit pas vraiment optimale pour des raisons extérieures. Ça peut être un problème d'environnement. Donc, dans ces cas-là, il faut choisir un environnement adapté ou alors reporter un rendez-vous. Si par exemple vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas vous faire comprendre parce que là, ça vous demande de la stratégie pour mettre quelque chose en place, si vous n'avez pas le contexte, ça ne va pas marcher. Donc, reportez le rendez-vous, essayez d'aménager quelque chose. Tous les êtres humains aiment être entendus et réagissent bien à ceux qui les écoutent. Très indispensable à comprendre. Deux éléments bénéfiques d'une bonne écoute, c'est ce qu'on peut en tirer de bénéfique avec une bonne écoute, c'est que vous gagnerez un apprentissage accéléré. C'est-à-dire que vous allez apprendre, si vous écoutez la personne, vous allez apprendre beaucoup plus. Et en deux, les gens réagiront favorablement dès qu'on les écoute. Et en gros, à vos attentes aussi, c'est dès que vous les écoutez correctement, les gens vont se sentir accueillis. Donc du coup, vous pourrez quasiment tout attendre d'eux. Voilà. C'est aussi simple que ça. Nul n'est plus persuasif qu'un auditeur attentif. On passe au chapitre 7. Faites équipe pour demain. Avant, les sociétés étaient basées sur un système pyramidal. De nos jours, il est indispensable de comprendre qu'il doit en être autrement. Bien que cela évolue, ce n'est pas courant. Bien sûr, on a toujours le modèle patriarcal où c'est le patron, l'image du père qui un peu contrôle tout le reste. Mais maintenant, ça se fait de manière plus horizontale. C'est-à-dire que le leader n'est rien sans ses collaborateurs. C'est une notion très importante de ce chapitre. Il est primordial de comprendre qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, ne peut fonctionner si le leader n'est pas entouré de gens compétents et à qui il laisse la liberté d'exécuter. Faire que les objectifs soient des objectifs d'équipe et non pas un leader qui décide et les autres exécutent. Non. Une bonne entreprise, il y a avant tout un leader, un meneur, mais il y a surtout une bonne équipe derrière. Un bon entraîneur, mais surtout une bonne équipe. Ce qui fait que le jeu est bon, il n'y a pas que l'entraîneur, c'est l'équipe qui met en place. Une équipe est exceptionnelle que si elle est valorisée et mise en avant par le leader. Le leader n'est rien sans une équipe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Rendez chaque équipier responsable de l'équipe, c'est-à-dire que vous n'êtes pas le seul responsable, tout le monde doit être responsable de cette entreprise, que ce soit vous, que ce soit vos collaborateurs ou autres. Les bons équipiers, et ça c'est une notion importante, les bons équipiers sont les leaders de demain. Je passe au chapitre 8, respecter la dignité des autres. La seule façon d'établir une relation de confiance avec qui que ce soit, c'est de respecter la vie des autres. C'est-à-dire que si les autres ont une vie privée, notamment un peu compliquée, ils doivent s'occuper de leurs parents qui sont malades, ou ça leur demande beaucoup de contraintes, il ne faut pas hésiter à être humain et leur accorder cette dignité. Vous en tirerez que du bénéfice. Les personnes vont être beaucoup plus ouvertes, sachant que vous leur avez donné quelque chose. Ils vous donneront en retour. C'est automatique. Ça, c'est un principe même. Traitez les autres comme vous voudriez qu'ils vous traitent. C'est pour ça. C'est pour ça que je vous dis ça. Montrez aux autres que vous les respectez et ils vous respecteront en retour. Il faut se mettre à la place des autres. Voilà. Savoir qui il est, ce qu'il vit. Traitez vos employés comme des collègues, sans condescendance, sans imposer votre autorité, sans réprimande. Il faut aussi respecter la dignité des autres, mais il faut aussi mobiliser, lancer des défis, demander des avis, susciter les coopérations. Pour justement, s'il y en a qui ont des difficultés, et que vous le sachiez, il faut mettre en relation des personnes qui vont pouvoir se soutenir. Parce que justement, vous auriez détecté comme ça les problèmes s'il y a des problèmes dans vos collaborateurs, trouvez les gens qui peuvent s'harmoniser pour amener quelque chose de plus. Et pour respecter la dignité des gens, je pense qu'il y a une notion très importante, c'est aussi il faut humaniser le lieu de travail.
par tous les moyens, grands ou petits. Le vrai respect des autres est le moyen le plus fiable pour motiver. Ça, c'est dingue, mais c'est génial. C'est totalement vrai. Je passe au chapitre 9. Mettez en valeur, félicitez, récompensez. L'être humain travaille normalement pour des compensations financières. Mais il se dépasse pour être reconnu, félicité et récompensé. Ce résumé est très court, mais je pense que cette phrase, l'être humain travaille normalement pour des compensations financières, mais il se dépasse pour être reconnu, félicité et récompensé. Donc sachez leur donner l'opportunité justement d'être reconnus. Ils en ont besoin, les gens en ont besoin, même vous en avez besoin. En tant que leader, vous en avez besoin. Je passe au chapitre 10. Traiter les erreurs, les réclamations et les critiques. Nous faisons tous des erreurs, mais nous n'aimons pas qu'on nous les montre. Préférence souligner celle des autres. Pour y remédier, il faut installer une ambiance, un climat propice à ce que les personnes soient disposées à recevoir des conseils ou des critiques constructives en montrant que les erreurs font partie de la vie. Et ce qui est indispensable pour que les gens qui se sentent concernés, il faut que vous, en tant que leader, vous admettiez en premier vos fautes. Ce qui vous empêchera les critiques trop rapides et ça va vous apporter en fait que pour vos collaborateurs, vous serez un modèle. Vous serez un modèle de transparence. Admettez rapidement vos erreurs, freinez les critiques, soyez constructif. Il faut toujours être dans un principe d'évolution, toujours anticiper les critiques qui peuvent très bien vous gâcher des relations de travail. Ça peut y jouer largement. Je passe au chapitre 11. Fixez vos propres objectifs. Les objectifs vous donnent une cible à viser, à garder en perspective. Ils permettent de mesurer nos réussites, fixez-vous des objectifs. Alors, fixez-vous des objectifs stimulants et réalistes, clairs et mesurables à court et long terme. Cherchez des occasions pour faire quelque chose de différent. Ne vous contentez pas de ce que vous savez faire, mais cherchez toujours un moyen pour améliorer ce que vous faites. La plupart des grands défis sont mieux relevés par une série de buts intermédiaires. Ce processus encourage et motive bien davantage. Pour ça, il y a une méthode. Fixez-vous des petits objectifs et atteignez-les, pour passer ensuite à de plus grands objectifs, de plus en plus grands surtout. Il faut pour cela avoir une démarche très claire. Il faut se fixer des priorités, voir l'objectif le plus important, organiser son temps et mobiliser ses énergies pour que cet objectif important soit acquis et atteint. Après, on passera à un autre objectif. Pour votre entreprise, la cohésion de votre entreprise, pour que les objectifs soient atteints d'un point de vue commun, il faut que votre entreprise connaisse les objectifs. Il faut que ces objectifs soient clairement compris de vos collaborateurs, des gens qui travaillent avec vous, de vos sous-traitants. Il faut qu'ils soient clairement compris. Qu'ils soient stimulants et accessibles. La réalisation des objectifs, ce qui amènera la réalisation des objectifs manifeste qu'une entreprise a bien fonctionné. Si tout le monde est d'accord et si tout le monde comprend les objectifs que vous donnez et que vous souhaitez par rapport à votre entreprise, le bilan sera positif. Le travail sera fait exactement comme vous l'attendiez. Fixez-vous des objectifs clairs, motivants et accessibles. Je passe au chapitre 12. Concentrez-vous sur une ligne directrice. Les leaders ne perdent jamais leur concentration, ils gardent leur cible en perspective. Ça revient un petit peu de ce que je disais sur le chapitre précédent. C'est-à-dire qu'il faut avoir en objectif et en cible, en but et en objectif, ses priorités. Les amener à ce qu'elles soient faites en s'organisant. Voilà, c'est ce qui revient un petit peu au chapitre précédent. À mon avis, je ne sais pas si c'est très très clair, mais en gros, les leaders ne perdent jamais leur concentration, ils gardent leur cible en perspective, c'est-à-dire que si vous avez un but ou un objectif, ne le perdez pas de vue. Gardez toujours ce cap. Je passe au chapitre 13. Maintenez votre équilibre. Ça c'est pour vous, leader, parce que vous consacrez à fond exclusivement à vos collaborateurs, à votre entreprise. Il est bon aussi pour vous de prendre soin de vous.
Pour cela, qui est- qu'est-ce qui peut être mieux pour vous, justement, pour équilibrer votre vie? C'est justement, il faut changer d'attitude. C'est-à-dire que de temps en temps, il faut savoir couper. Il faut savoir rompre un peu avec votre métier. Il faut prendre du temps pour vous. Il faut prendre du temps avec votre famille, en faisant du sport, en vous installant un petit peu de loisirs notamment. Un petit peu de loisirs, ça vous permettra aussi de souffler, d'être un peu comment dire, plus productif en tant que leader. Prévoyez du temps pour une activité de loisir. Ça permet une bonne décompression, ça permet de rompre un petit peu avec la routine, avec le travail, avec le stress aussi que ça peut engendrer, le fait de gérer une entreprise, d'être le leader, parce que tout repose sur vos épaules. Et pour avoir une bonne décompression par rapport à un moment de loisir, il faut que vous mettiez autant d'ardeur à planifier vos loisirs que votre journée de travail. C'est-à-dire que si vous avez décidé, par exemple, 2 jours par semaine, d'aller faire telle ou telle activité sportive pour vous détendre, il faut que ça soit quelque chose de carré, de clairement défini dans vos emplois du temps. Un peu comme votre journée de travail, si vous avez des rendez-vous avec vos clients, planifiez ça aussi, ça vous permettra de décompresser, ça vous fait un palier. C'est indispensable. Après, ce qui peut aider aussi à décompresser avec le milieu de votre entreprise, même le milieu dans lequel vous êtes, c'est d'agir dans des causes type du bénévolat, aller servir à la soupe populaire ou aller servir aussi dans les œuvres de charité. Ça vous permet d'acquérir encore un peu plus de leadership parce que vous allez voir d'autres façons de gérer des équipes d'une façon avec un côté humain beaucoup plus poussé. Vous voyez ce que je veux dire? Un bon équilibre entre travail et loisir favorise des performances élevées. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ce chapitre-là. Je passe au chapitre 14, créer un mental positif. Prenez des forces, entre guillemets, avec des pensées positives et ne vous laissez pas affaiblir par le négatif. Ça marche pour tout, que ce soit leader, que vous soyez leader, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez étudiant, que vous soyez n'importe quoi. Ça marche aussi. Il faut arrêter avec les pensées négatives. Ça, j'y reviendrai souvent. C'est vrai que c'est une notion qu'il faut intégrer. Plus notre mental est positif, plus notre mental nous élève, plus on ira de l'avant et plus on franchira certaines étapes. Et au contraire, plus notre mental est négatif, plus on est dans une attitude négative et moins on aura d'opportunités, plus les choses seront difficiles à mettre en place. C'est reconnu, je ne suis pas seul à le dire, mais je pense que c'est une notion qu'il faut répéter, surtout à notre époque. J'arrive au chapitre 15. Apprenez à dominer votre stress. Rien n'est plus problématique qu'un leader qui perd tous ses moyens alors que le reste de ses collaborateurs attendent une réponse. C'est-à-dire que dans des moments critiques, il faut savoir aussi garder son calme. Après, il y a aussi des moments où, là, dans ce chapitre, il parle vraiment d'une notion qui, je pense, devrait être changée, parce que ce chapitre traite d'une notion un peu brutale pour moi. Je pense que les choses passeraient mieux si, justement, il y avait plus de discussions, que les choses seraient plus ouvertes entre les collègues, les collaborateurs, les sous-traitants, les clients. Ça amènerait beaucoup moins de stress pour tout le monde. Mais là, dans ce livre, il parle de trois notions par rapport au stress. Je vais vous les dire, mais moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Donc, en première position, il faut se demander intérieurement quel est le pire qui puisse arriver. C'est-à-dire, dans une situation de stress, il faut se poser cette question, d'après ce qu'il dit. En deux, préparez-vous maintenant à accepter le pire si nécessaire. Vous voyez pourquoi je ne suis pas trop d'accord? Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de s'attendre au pire. Je pense qu'il vaut mieux dialoguer, discuter avec les clients, les différents intervenants, plutôt que d'attendre d'atteindre surtout un climat de stress qui peut être fatal pour la bonne cohésion. Je pense que cette notion est restée dans ce livre de manière un peu trop brutale. Donc je vais finir. En troisième point, travailler calmement et méthodiquement à tirer parti du pire. Ce que moi je dirais plutôt, c'est il faut travailler calmement et méthodiquement à surtout
instaurer un climat de confiance. Un climat de confiance qui permet justement d'éviter le pire. Après, il y a des situations où on peut pas tout contrôler, on est d'accord. Mais je pense que travailler de manière forte, c'est quelque chose qui est pas dans l'air du temps. Il faut vraiment faire jouer ces relations, faire jouer le côté réseau et côté bah, équipe pour justement éviter les stress. Dominez vos craintes et dynamisez votre vie. Bon, je pense que ça, c'est plutôt valable pour tout ce qui est... cette phrase est plutôt valable pour ce qui est justement de prendre un peu de temps, les loisirs, tout ça. Ça colle pas du tout avec ce chapitre. Enfin, moi, je trouve. Et enfin, dernier chapitre du livre, chapitre 16, manifestez votre enthousiasme. Si vous vous ennuyez dans votre vie, alors ceux qui vous entourent s'ennuieront de vous et s'ennuieront également. C'est ce que je vous ai dit. Pour avoir un bon esprit de leader, il faut avoir une bonne équipe, motivée, qui ait envie, qui soit concernée, qui soit impliquée. Et si vous êtes vraiment à l'opposé de tout ça, si vous êtes stressé, fatigué, si vous ne faites preuve d'aucune ouverture, je peux vous garantir que les gens vont complètement se couper de vous. En revanche, si vous faites le contraire, si vous êtes vraiment dans une attitude d'enthousiaste, positif, d'échange, de partage, de travail d'équipe, de cohésion, puis si vous mettez en avant la cohésion de l'équipe, la valeur de la cohésion de l'équipe, en revanche, vous serez pris comme exemple. Les gens se diront, voilà, cette personne est fiable, cette personne me permet des choses, cette personne me permet, moi, dans cette entreprise, d'être. Il y a bon nombre d'entreprises où les gens travaillent mais ne sont pas dans ces entreprises. Ils sont, ils sont ailleurs, quoi. Enfin, voilà, ils ont l'impression de ne pas pouvoir faire quelque chose pour cette entreprise, ils ne sont que des pions. Ne sous-estimez jamais la puissance de l'enthousiasme. Voilà, donc j'en ai fini avec ce livre de Dale Carnegie, Comment trouver le leader en vous. Je vous remercie d'avoir écouté. Merci pour ce premier audio diffusé sur SoundCloud. Je vous rappelle que je mettrai aussi la vidéo parce que je me suis filmé pendant l'enregistrement. Je mettrai la vidéo sur ma chaîne YouTube. Et je vous invite à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube. Je vous donnerai le lien dans SoundCloud. Je vous invite aussi à ceux de ma chaîne YouTube, voilà, justement je fais l'inverse, d'aller sur le lien, sur l'audio de SoundCloud de cet enregistrement pour avoir une trace. Après, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me solliciter aussi par rapport à cette vidéo, par rapport à cet enregistrement audio. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je serais vraiment ravi d'avoir vos retours. Donc je vous dis à très bientôt. Surtout, gardez en tête que vous êtes des gens compétents, intelligents et avec un énorme potentiel. Vous êtes des leaders, des entrepreneurs. Vous êtes tous avec un potentiel de réussite dans votre vie. Ne l'oubliez pas. Je vous dis à une prochaine fois et portez-vous bien. Ciao.